Bonjour à tous, merci pour, votre participation à cet atelier. Je me présente, Marie-Pierre Meillan de l'ADEME, à la direction, Europe, internationale. Je vais être l'animatrice, de cet atelier qui va, durer, et demi et nous permettre d'aborder, le sujet de la rénovation performante par étapes en maison individuelle. Donc c'est un atelier qui va se dérouler en 3 temps. On aura d'abord une introduction par Vincent Legrand qui permettra de resituer les résultats, de l'étude, publiée par l'ADEME début 2021 dans le contexte actuel et les objectifs de la loi climat. Donc Vincent Legrand est le fils d'un artisan du bâtiment, ingénieur en physique et diplômé de Sciences Po Paris et il a fait de la lutte contre les bouleversements climatiques et la précarité énergétique son combat et a fondé en 2009 l'Institut Négawatt dont il est aujourd'hui le directeur général. Donc ensuite, s'ensuivra une présentation à 2 voix par Camille Julien et Thierry Reiser des conclusions de l'étude, ADEME sur la rénovation performante, par étapes. Cette étude présente les conditions nécessaires pour atteindre la performance BBC rénovation ou équivalent à terme en logement individuel, en maison individuelle, donc c'est une cible qui représente 56 du parc du logement français. Camille Julien est ingénieure de l'INSA Lyon. Elle a eu plusieurs expériences dans le domaine de la rénovation performante et de la consommation énergétique des maisons individuelles avant de rejoindre Enertech en 2011. En 2020, elle a rejoint l'équipe de Dorémy pour y travailler sur le sujet de la rénovation par étapes. Et elle est aujourd'hui responsable de la coordination technique et pédagogique chez Dorémy. Thierry Reiser est gérant de la SCOP Enertech. Enertech est un bureau d'études engagé depuis 40 ans dans la transition énergétique des bâtiments. Les chargés de mission interviennent en maîtrise d'œuvre, campagne de mesure, assistance maîtrise d'ouvrage, études et formations. Thierry est gérant à la suite d'Olivier Sidler, qui a fondé Enertech depuis son passage en SCOP en 2015. Il intervient notamment sur des études et des formations en lien avec la rénovation performante. À la suite de cette présentation, on ouvrira la porte à 2 questions de compréhension avant de redonner la parole à Thierry Reiser qui nous présentera les premiers résultats du projet de recherche Perf in Mind, dont le rapport a été publié hier soir. Teasing. C'est un projet de recherche qui a conduit une campagne de mesure sur 100 maisons rénovées en BBC, en abordant les différents aspects, la qualité de l'air, le confort d'été, les consommations de tous usages. Et on terminera par une trentaine de minutes d'échange avec les participants qui pourront poser leurs questions, via le chat. Un modérateur sélectionnera, les questions qu'il nous fera remonter et on clôturera l'atelier à 17 heures. Donc je donne la parole à Vincent. Bonjour, merci. Merci Marie-Pierre. Donc je suis Vincent Grand, je ne parlerai pas au titre de l'Institut Négawatt pour le coup, mais bien de Dorémy, donc qui est filiale de l'Institut Négawatt et qui travaille sur l'objectif de rendre accessible la rénovation performante en maison individuelle. Donc nous allons parler lors de ce temps, de présentation, et ensuite d'échange de performance, en rénovation dans les maisons individuelles. J'insiste sur le parc de maisons individuelles, hein, parce on s'est ciblé, sur ce sujet-là, qui est un parc, donc le parc des maisons individuelles est un parc assez particulier, à la voilà, qu'on distingue bien des copropriétés d'un côté et des bâtiments tertiaires de l'autre. Donc on rentrera plus en détail tout à l'heure. L'idée, c'est bien de vous présenter, dans un premier temps, les résultats d'une étude, qui a été conduite, par l'ADEME, enfin, du moins pour le compte de l'ADEME, par, Dorémy et par Enertech, sur les moyens d'atteindre, nos objectifs de baisse de conso d'énergie dans le parc de maisons individuelles d'ici 2050. Alors, en quelques mots, pour rappel, pour mémoire, hein, les objectifs en France, par rapport au parc, de bâti, globalement, des objectifs qui sont intégrés dans le code de l'énergie depuis 2015, c'est que l'on dispose d'un parc bâti rénové à un niveau BBC ou équivalent d'ici 2050. Donc l'enjeu pour la France, c'est bien d'avoir rénové au niveau bâtiment basse conso ou équivalent, l'ensemble de ces bâtiments d'ici 2050. On rentrera tout à l'heure un peu plus en détail, de ce que ça veut dire. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un objectif qui est largement consensuel.
mais qui est, extrêmement ambitieux. On est, sur 20 à 30 millions de logements à rénover, jusqu'à la performance, en moins de 30 ans, ce qui, voilà, commence à faire un objectif, annuel assez élevé, on va le dire comme ça. L'enjeu de l'étude, c'était d'explorer, de se poser d'abord la question: «Est-ce que les pratiques actuelles permettent d'atteindre des objectifs, heu, de performance à 2050 et si c'est pas le cas, où est-ce qu'elles nous mènent?» Donc ça, c'est un premier élément, côté réponse, enfin, que l'étude, Rénovation performante par étapes, explore et sur un deuxième temps, on a, exploré du coup les combinaisons de travaux qui permettent, d'atteindre ces objectifs pour le parc de maisons individuelles. Donc, l'idée de cette étude, c'est que, enfin le cadre de cette étude, c'est qu'elle a été lancée en 2019, elle a été finalisée en 2020, mi-2020 et elle a été publiée début 2021, au tout début du débat sur la loi climat et résilience. Ce qui nous a paru, important lors de cette étude et qui, a été important aussi pour les débats de cette année, on a senti le besoin de préciser un certain nombre de définitions. Donc j'attire votre attention, lors de cette présentation sur l'effort qui a été fait pour, mieux définir ce que l'on appelle rénovation globale, rénovation performante, rénovation complète, j'en passe, mais ces termes qui étaient utilisés, de façon assez disparate, l'étude, en propose, une définition, claire. Alors, il se trouve que, cette définition, notamment la définition de la rénovation performante, a été reprise au démarrage des échanges sur la loi climat par l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée. Heu, Ensuite, quelques, échanges, entre l'Assemblée et le gouvernement ont conduit à des modifications assez lourdes, qui pour nous ont été plutôt enfin qu'on a vécu plutôt comme des menaces sur la définition de la réno performante, pour le dire de façon simple. Heu, on a aujourd'hui une définition de compromis, autour de cette rénovation performante qui n'est pas celle qu'on a proposée dans le cadre de cette étude, mais qui voilà, qui permet au moins, pour la première fois, on va dire, de poser un cadre sur cette rénovation performante. Donc on rentrera dans ce détail-là. Heu, le la 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 prudence qu'on a de notre côté par rapport au contexte actuel, c'est une prudence finalement sur le fait que, il ne faut pas qu'on dérive, qu'on cède à cette tentation qui serait d'appeler performant, des choses qui ne nous permettent pas d'atteindre les objectifs 2050, tels que posés dans le code de l'énergie. Donc ça, Camille, et Thierry reviendront sur ces sujets-là, mais l'enjeu pour nous, c'est vraiment que, on puisse qualifier de performants des choses qui nous permettent d'atteindre les objectifs 2050. Aujourd'hui, on a quelques craintes, sur cette volonté-là, dans la mesure où on se retrouve, avec, plusieurs, alertes convergentes. 1re alerte, par exemple, sur la réforme du DPE, hein, qui dégrade les classes énergétiques et donc qui a posé des risques, autour de cette définition de la rénovation performante. Un compromis a été trouvé aussi sur cette réforme-là, mais il reste fragile. J'insisterai aussi sur l'usage du terme, rénovation globale et rénovation performante qui a été faite dans les financements qui ont été proposés en fin d'année dernière dans le cadre de MaPrimeRénov' et du coup de pouce C2E. Donc ces définitions de financement ont conduit à des choses assez catastrophiques sur le terrain. Heu, je ne peux pas forcément rentrer dans le détail sur cette introduction, mais on pourra, revenir, sur ce sujet-là, lors des débats. Ce qu'on constate de notre côté, c'est que depuis, 1 an, et le lancement de ces mécanismes financiers pour la réno globale et la réno performante, on a eu quelques centaines de rénovations, probablement autour des 300 à 400 rénovations qui ont été réalisées sous couvert de financement réno performante et de financement réno global et en fait, on se rend compte que ce sont des financements à hauteur de 15 à 20 000 €, enfin des rénovations à hauteur de 15 à 20 000 €, ce qui, correspond à des rénovations très loin de rénovations, heu, performantes, pour lesquelles, les montants sont bien plus élevés. Donc on a une alerte de notre côté sur le fait que, on est en train d'appeler, réno global ou réno performante, des choses qui aujourd'hui ne permettent pas d'atteindre l'objectif, 2050. Donc cette étude, permet de mieux qualifier, ce qui permet ou pas d'atteindre cette performance à terme. Pour finir sur ces éléments,
il me semble que, l'intérêt de cette étude, c'est de montrer que, on identifie maintenant assez bien, les parcours de travaux qui nous permettent d'atteindre les objectifs et ceux qui ne nous permettent pas de les atteindre. Donc c'est la proposition d'étude et ce qui me paraît important également et ça c'est plutôt la partie Perfilmine et l'étude que présentera Thierry Reiser, c'est que, on a par ailleurs un retour extrêmement positif des rénovations performantes telles qu'elles sont conduites, elles ont été conduites ces derniers mois et ces dernières années. Donc les retours d'expérience là-dessus montrent que, heu, ces rénos qu'on a qualifiées de performantes, elles le sont réellement, mesure à l'appui. Et donc, l'ensemble de ces regards, alerte sur la rénovation par étapes, et prudence, retour pertinent sur la rénovation, performante qui aujourd'hui, pourrait être, massifiée, ça nous pousse à penser qu'on est en bonne voie finalement pour pouvoir, débloquer un certain nombre de freins et massifier cette rénovation performante. Voilà, je m'arrête là sur cette partie, on va dire introductive et contexte. Je voulais juste remercier l'ADEME, d'avoir porté cette étude et de nous avoir permis d'y travailler, avec Enertech, côté d'Aurémy, côté Enertech. Je voulais remercier également, Camille et Thierry, et leurs collègues pour le travail qui a été réalisé, ainsi que le comité technique, mais je pense que Camille, le mentionnera. Voilà, je te passe la parole Camille. Du coup, je vous propose de rentrer dans les conclusions de cette étude. Donc, je partage avec vous. Appuyer sur une présentation sur l'étude. Donc, effectivement, cette étude sur la rénovation performante par étape dans l'objectif d'atteindre à minima un niveau BBC rénovation a été publiée en janvier 2021 et a été réalisée par Doremi Enertech pour le compte de l'ADEME, avec un comité technique à accompagner la dernière année du projet, composé de Finergie, Pouget Consultant et l'AQC, qui sont 3 structures qui travaillent également sur le sujet de la rénovation par étapes. Donc le rapport est disponible dans la bibliothèque de l'ADEME. Donc, première question qui était un peu la dernière qu'on a illustrée dans l'étude, c'est qu'est-ce que c'est que la rénovation performante? Donc, pour atteindre une rénovation performante, il y a plusieurs bases à avoir dans le projet de rénovation, notamment le côté santé dans le logement, notamment la qualité d'air. Mais c'est un des objectifs. Pour qu'une réno soit performante, il faut que l'occupant soit en bonne santé, qu'on fasse tout pour qu'il soit en bonne santé dans son logement. Le deuxième point, c'est que la rénovation doit préserver le bâti. On ne doit pas avoir d'apparition de pathologies sur les murs. Ce qu'on appelle pathologie, on verra après, hein, c'est des moisissures ou une dégradation structurelle un peu plus conséquente. Il faut que le logement soit confortable, été comme hiver, et il faut qu'il atteigne le niveau BBC ou équivalent, alors tel qu'il était défini au moment de l'étude. Donc on parle bien de ce 80 kWh par mètre carré par an pour le chauffage et l'eau chaude. Donc, quel que soit le parcours de réno, une rénovation dite performante au sens de cette étude, c'est s'appuyer sur ces 4 piliers-là. Donc, aujourd'hui, le dispositif d'Aurémy, pour prendre un exemple de rénovation qui notamment a été suivi dans Perfilmine, mais ce n'est pas les seuls, hein, c'est d'avoir en même temps réalisé par un groupement d'artisans le traitement des tous les postes de travaux énergétiques, donc l'isolation, les menuiseries, la ventilation, chauffage et eau chaude, avec entouré, puisque c'est fait en même temps, qu'on traite les interfaces et qu'on arrive à un résultat intéressant. Et à l'opposé, on a toujours mis en avant que si on sépare en plusieurs étapes ces postes de travaux, voire même ici, hein, dans l'isolation, on fait les murs, puis le sol, puis la toiture, on n'arrive pas à une rénovation performante, même pour des mêmes niveaux de performance de ces postes. Et puis l'étude, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un intermédiaire? Est-ce que dans certains cas et sous certaines conditions, est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen d'atteindre la performance quand même en reportant un poste, puisque sur certains chantiers, on sent que c'est inévitable pour différentes raisons de reporter un poste de travaux. Donc c'est parti de là, cette étude, donc il y a 3 ans maintenant, je dirais, en 2018, et même avant, la réflexion. Et pour illustrer ça, je voulais commencer par vous montrer des exemples d'interfaces en rénovation par étapes qui peuvent poser problème.
Donc là, on est dans le cas d'une isolation de combles perdus. Donc on a soufflé de la ouate dans les combles, on a posé un déflecteur pour que l'isolant ne soit pas en contact avec la tuile pour des problèmes de condensation. Et puis après, il y a eu la réalisation d'une ITE qui, l'artisan ne sachant pas comment est isolé le toit, et peut-être l'occupant non plus, s'est arrêté à l'habillage de sous-toiture, enfin, au débord de toiture. Donc là, on a une zone qui n'est pas isolée, en tête de mur, et qui donc va générer un risque de condensation à l'intérieur, donc de moisissure, de mauvaise qualité d'air, de dégradation là, de la surface, et esthétiquement aussi, ça peut poser problème. Donc, exemple de ce que ça peut donner ça. Là, on a donc l'isolation de la toiture qui est juste au-dessus, qui s'arrête trop tôt, une isolation pourtant de façade qui a été faite, mais là, on a un vrai point froid qui n'a pas été anticipé. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est au moment de l'isolation du mur, se dire on prolonge un peu plus loin l'isolant jusqu'à atteindre l'isolant des combles, mais on complète aussi l'isolant des combles pour aller jusqu'en bas de toiture, en protégeant, en séparant forcément l'isolant des tuiles, toujours pour ces problèmes de condensation. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas qui va s'en occuper, ni même qui va se rendre compte avant l'apparition de moisissures à l'intérieur qu'il y a un problème. Et puis, refaire des travaux alors que ça a déjà été fait dans une première étape, ça a un coût qui n'est pas négligeable pour l'occupant. Donc là, on sent très bien que si on avait une vision globale, c'est-à-dire qu'on se projette dès les premiers travaux dans ce qu'on va faire plus tard, on peut traiter ce problème à cette interface. Donc toutes les interfaces aussi, premier point, ne peuvent pas être corrigées à l'étape 2, mais on y reviendra. Peut-être que Thierry, je te laisse présenter le deuxième exemple. Oui, tout à fait, puisqu'effectivement, l'interface mur-toiture, c'est une interface sur laquelle on peut intervenir en étape 2 de façon corrective et finalement résoudre le problème. Donc, c'est plus une question de coût qu'une question de pathologie ou d'impossibilité technique. Le deuxième exemple qu'on voulait vous montrer est plus difficile, c'est celui du remplacement des menuiseries avant de réaliser une isolation par l'extérieur. Donc là, on a le schéma de la vue en plan d'une menuiserie existante. Si on déroule le support, on va remplacer cette menuiserie en étape 1, peut-être mettre un volet roulant, puisqu'on sait aussi que pour les questions de confort d'été, les occultations extérieures sont importantes. Donc très bien, on a mis une menuiserie. Maintenant, en étape 2, on va vouloir faire une ITE. C'est là que ça va se compliquer. Donc, on est 5 ans après avoir posé des menuiseries neuves. On va vouloir faire un retour d'isolant pour avoir une bonne rupture du pont thermique au niveau des tableaux. Et là, donc, deux choses. Le dormant de la menuiserie ne va pas être assez large pour accueillir le retour d'ITE. Donc, déjà, on ne peut pas aller jusqu'à la menuiserie. Et de plus, le rail de volet roulant nous empêche complètement de passer et va laisser un pont thermique qui est relativement important. Donc ça, c'est la vue en plan. On peut dérouler un Camille. Hein. Ouais, l'essentiel est dit. Et la vue en coupe est encore plus problématique puisqu'on est sur la même chose. En première étape, on va mettre la menuiserie. On va mettre un coffre de volet roulant. Comme on n'a pas d'ITI, probablement que le coffre de volet roulant, on va le mettre sous linteau. Donc déjà, on a perdu de la surface vitrée. C'est un peu dommage, mais c'est des choses qui se font aujourd'hui. Hein, voilà. Et puis, quand on va vouloir faire le retour d'ITE, eh bien, en partie basse, on va mettre une bavette pour évacuer l'eau. On ne pourra pas la mettre trop haut parce qu'il y a la sortie d'eau, vous savez, il y a toujours un petit trou qui permet ce qu'on appelle le drainage de feuillure qui tombe à cet endroit-là qui doit sortir. Donc la bavette ne peut pas monter au-dessus du drainage de feuillure. Donc on va avoir une épaisseur d'isolant forcément limitée, voire inexistante. Et de la même façon, au niveau du coffre de volet roulant, on voit bien qu'à la surface supérieure du coffre de volet roulant, il n'y a pas d'isolant et donc il reste un pont thermique important puisque l'air rentre facilement dans le volet roulant. Et là, on est sur un cas où il n'y a pas de solution corrective à l'étape 2, si ce n'est de déposer carrément le coffre ou voir la menuiserie. Donc là, c'est un cas beaucoup plus problématique où on ne va pas pouvoir corriger des choses. Et pour illustrer aussi le gain d'une rénovation en une fois, la slide suivante, c'est si on fait les deux en même temps, on a plusieurs possibilités, dont celle-ci qu'on aime bien, qui est de déplacer la menuiserie au nu extérieur. Pourquoi on l'aime bien? Parce que ça permet une résolution à la fois architecturale et thermique du problème, puisque effectivement le fait de déplacer la menuiserie permet d'éviter l'effet muraille qu'on connaît des fois quand on a une ITE épaisse sur un mur déjà épais. On se retrouve avec une menuiserie qui est très loin du nu du mur extérieur, ce qui est assez moche. Et là, on a une possibilité d'intégrer
la menuiserie de façon beaucoup plus harmonieuse et d'intégrer le coffre de volet roulant, qui est très moche aussi. On va l'intégrer directement dans l'ITE et avoir une solution qui est beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus performante et non pathologique. Voilà. Donc là, on est sur un cas où vraiment le fait de réaliser les 2 postes en même temps est un gain qualitatif vraiment très important, alors que par étape, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, donc c'est de ce type d'exemple-là qu'on est parti pour développer l'étude. Donc maintenant, je vais passer vraiment dans les conclusions. Dans les conditions de réussite d'une rénovation performante à terme, donc performante sur les 4 piliers que je vous ai montrés. Donc déjà, c'est de traiter les 6 postes de travaux. On a défini comme 6 postes toiture, mur, sol pour l'isolation de l'enveloppe, menuiserie également, et puis la ventilation, le chauffage couplé à l'eau chaude, car souvent traité par le même artisan, dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas. Donc traitement de ces 6 postes et aussi traitement des interfaces pour assurer à la fois une continuité d'étanchéité à l'air et la continuité de l'isolation thermique de notre projet. Et évidemment, quand on est en rénovation partielle, donc ce qu'on appelle rénovation partielle, c'est que certains postes ne sont pas faits, ne sont jamais faits sur la maison. Donc, il y a des risques d'inconfort thermique, donc de surchauffe pour compenser, donc de surconsommation. Donc, il faut absolument traiter les 6 postes et avoir une vision globale, c'est-à-dire que dès le premier poste réalisé, parfois pour des questions urgentes de remplacement d'équipement ou de constat d'une pathologie, de savoir ce qu'on va faire pour le reste des postes de travaux, ce qu'on appelle cette vision globale qui est nécessaire en début de chaque projet. Donc, comme l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, on peut avoir des risques de pathologie qui sont renforcés dès qu'on isole, parce que quand les interfaces sont mal traitées, en fait. Donc, on a des ponts thermiques, donc des points froids, donc des condensations. Il y a en plus des défauts d'étanchéité à l'air, puisqu'on n'a pas traité l'ensemble du logement, et un problème de migration aussi de vapeur d'eau qui peut se cumuler. Donc, aux interfaces, on cumule vraiment beaucoup de problématiques quand on travaille par étapes et on n'assure pas la continuité d'isolation et d'étanchéité à l'air. Donc ça, c'est des images transmises par l'AQC qui a travaillé sur toutes ces pathologies. Un point important aussi, ça ne concerne pas que le bâti ancien. Ça concerne aussi les logements plus récents, notamment des murs en béton. La ventilation est aussi un poste à embarquer très tôt dans la rénovation, parce qu'il y a un risque de renforcer l'étanchéité à l'air en isolant ou en remplaçant des menuiseries. Et sans isolation, on va renforcer aussi des pathologies qui pourraient arriver, donc des problèmes de condensation. Et puis, la ventilation, c'est aussi la qualité d'air intérieur du logement. Donc, la ventilation doit être embarquée en début de projet, un autre point important. Et notamment, ce que côté, en tout cas, Doremi et Nertec, on soutient, c'est la ventilation double flux pour avoir le meilleur compromis consommation et qualité d'air intérieur, avec des débits de renouvellement d'air de 0,5 volumeur. Donc là, c'est un peu au-delà de l'étude, mais c'est le positionnement que Doremi et Nertec ont pour assurer un bon taux de renouvellement d'air. Donc, on le met même dans la première étape de travaux. Sur le chauffage, je te passe la main, Thierry. Oui, tout à fait. Oui, c'est un autre exemple d'interaction entre système et enveloppe. Le rapport nous permet de réaffirmer qu'il est très important de ne pas se précipiter pour remplacer les équipements de chauffage. En effet, le gros enjeu, ça va être de garder une puissance de ces éléments de chauffage adaptés au bâtiment. Et donc, si on donne le premier graphique, si on affiche le premier graphique, on voit que la puissance nécessaire pour une maison en moyenne, initialement, on a des chaudières installées qui font 24 kW, qui sont peu modulantes. Et donc, c'est la flèche rouge, l'initiale. On a besoin d'une vingtaine de kilowatts pour chauffer la maison. Enfin, en tout cas, on croit avoir besoin de 20 kW pour chauffer la maison. Quand on a un parcours par étapes, on va passer par différentes puissances intermédiaires pour arriver à la performance à terme, la rénovation complète, dont la puissance nécessaire va se situer entre 2 et 4 kW, rarement plus. Et donc, si on remplace une chaudière dès la première étape, il faudrait qu'elle soit capable de faire le grand écart entre l'initiale, une vingtaine de kilowatts, ou la première étape bien pensée, disons une douzaine de kilowatts, et
une rénovation performante à terme, le point d'arrivée à terme, autour de 2 à 4 kW. Donc, on voit par exemple sur ce petit benchmark au niveau des pompes à chaleur RO, il n'y a aucune pompe à chaleur qui est capable de faire ce grand écart-là de 12 kW à 2 kW. Donc ça, on voit qu'en pompe à chaleur, c'est très compliqué. Donc surtout, ne pas mettre une pompe à chaleur en première étape, mais bien attendre la deuxième étape ou la troisième. Enfin voilà, selon le nombre de... On verra qu'on va devoir limiter en fait le nombre de rénovations. L'exception étant la chaudière gaz très modulante, où là, on a déjà aujourd'hui sur le marché des chaudières rares, hein, mais qui existent quand même, il faut bien les choisir, mais qui sont capables de moduler de 2,5 à 24 kW. Donc, elles font ce grand écart. Voilà. Mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle, et ce n'est pas pour dire du bien du gaz. Hein, on est d'accord, le gaz fossile pose problème. Peut-être qu'un jour, il sera renouvelable, mais peut-être qu'on aura envie de le mettre ailleurs que dans les chaudières à ce moment-là. Enfin, ce n'est pas le sujet. J'arrête de digresser, je te repasse la main, Camille. Merci. Donc, ça, c'est des graphiques qui sont dans le rapport et qui ont été faits aussi pour les chaudières bois granulés, pour les poêles aussi, puisqu'on a exactement les mêmes problématiques. Le chauffage, on ne peut pas le remplacer à n'importe quelle étape si on s'engage dans un parcours en plusieurs étapes. On a essayé de traduire le niveau de difficulté en fait, de traitement des interfaces dans une matrice. Donc, parce que souvent, la question, c'est « Ah, bah alors, qu'est-ce qu'on peut faire en premier? Qu'est-ce qu'on peut faire en deuxième? Qu'est-ce qu'on peut reporter ?» Et la réponse n'est pas si simple que ça. Donc, cette matrice, là, elle est très simplifiée en se limitant uniquement aux interfaces, donc à l'impact à ce qui se passe entre deux postes de travaux de l'enveloppe. Donc, vraiment, où il y a un lien physique entre les deux postes. Donc, ce qui est réalisé en premier est en haut de la matrice. J'isole mes murs avec les deux techniques d'isolation, ma toiture, je remplace les menuiseries et on isole le plancher bas. Et puis, la même chose pour les postes qui sont faits dans une deuxième étape. Et à chaque fois, on va voir aux interfaces ce qui se passe. Donc, on a aussi le cas de je réalise une partie de mon isolation des murs par l'intérieur, puis plus tard, je ferai l'autre partie. Et puis, on a mis des codes couleurs un peu comme ça. Donc, évidemment, ce qui est vert pose peu de problème et ça concerne très souvent le plancher bas lorsqu'il est isolable, mais pas tous les planchers bas non plus. Parce que souvent, on dit le plancher bas, c'est pas grave, on peut toujours le faire plus tard. En fait, à partir du moment où c'est jaune, c'est qu'il y a une solution qui est envisageable à l'étape 2. C'était un peu le cas de notre comble plus ITE que je vous montrais tout à l'heure. Quand on est en orange, c'est que dès la première étape, il faut anticiper. C'est qu'il y a quelque chose à faire en première étape pour qu'en deuxième étape, on puisse raccorder les isolants entre eux et les membranes d'étanchéité à l'air. Donc, ça veut dire, dans certains cas, si ça a déjà été fait et pas correctement, on ne pourra plus venir corriger. Et puis, en rouge, c'est que ça nécessite très fortement de tout faire dans une même étape. Ce qu'on a mis ici, difficulté majeure, voire irréaliste. En questionnant un petit peu la première approche, les partenaires que chacun rencontre, des bureaux d'études, des entreprises qu'on voit sur les chantiers, s'est rendu compte que l'isolation des combles perdus est assez souvent faite avant l'isolation des murs. Lorsque les gens veulent reporter quelque chose, c'est parfois ça, pour des raisons, pour l'ITI, j'ai pas envie de refaire mon salon alors que je viens de le repeindre. Que les menuiseries aussi sont un poste qui sont très souvent faits et que plus tard, on fera l'isolation. Et inversement, les murs viennent en premier lorsqu'il y a un sarking, donc une isolation de la toiture par l'extérieur, parce que c'est pour des raisons de coût, le sarking est assez cher, donc on reporte ce poste. Et ces cas-là, qui sont assez fréquents, qui sont rencontrés sur le terrain, sont plutôt classés rouge-orange, donc plutôt difficiles à traiter et nécessitent vraiment une anticipation. Donc cette vision globale. Bon, ça, c'est la matrice assez simple, en fait, vraiment simplifiée. On est allé un cran plus loin en distinguant des modes constructifs différents. Le cas le plus fréquemment, qu'on a le plus développé, c'est quand on a un débord de toit, soit suffisamment grand, soit trop petit aussi. Parfois, qui sont des débords de toit maçonnés, comment on gère un pont thermique avec ou des génoises ou des corniches. Donc, on a décliné en fait toute cette matrice
avec des modes constructifs spécifiques. Et on a rajouté ces codes couleurs. Alors là, c'était une matrice en cours de construction, donc le bleu, c'est une fiche qu'on doit développer. Et ça, c'est un travail qu'on fait actuellement, de détailler toutes ces interfaces dans des fiches vulgarisées pour les ménages. Donc pas tout, mais une partie. Et aussi avec le soutien de l'ADEME, je vous représenterai après. Donc voilà, et en fait, on ne peut pas simplifier en se disant on pourra toujours reporter l'isolation du plancher bas. Non, c'est pas vrai, ça dépend du mode constructif du logement. Et donc, ça nécessite vraiment de se pencher en début de projet sur le parcours de rénovation et les travaux qui vont être faits. On ne va pas avoir les mêmes réponses si on est en ITE, en ITI, si on a un débord de toiture suffisant ou non, si on peut isoler le plancher bas en sous-face ou sur la dalle, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle les configurations qui combinent à la fois la technique de rénovation et le mode constructif. Alors après, on allait un petit peu plus loin aussi côté Doremi, juste pour expliquer ce que c'est, parce que là, on s'intéresse à une interface entre deux postes, et puis on a fait cette infographie sur les chemins de travaux, en considérant que pour une maison, il faut faire les 6 postes, et puis on regarde la couleur du parcours quand on fait les postes en 1, 2 ou 3 étapes de travaux, et à partir du moment où c'est rouge ou orange, c'est qu'à un moment dans le parcours, on arrive à une case de la matrice qui est rouge-orange. Quand c'est vert, c'est qu'on n'a pas de souci. Donc, en une étape, forcément, avec une vision globale, on arrive à tout gérer. Et puis, plus on va dans un nombre d'étapes important, en fait, jamais on arrivera à une rénovation performante. Même si on fait en 6 étapes avec, bon, je vais peut-être un peu trop vite, mais c'est ce qu'on va dire après, on se rend compte qu'on va arriver dans des cases rouges, donc on n'atteindra pas ni le confort, ni une bonne qualité d'air intérieur, et on aura un risque de pathologie. Voilà, donc on sait qu'il faut faire les 6 postes de travaux pour atteindre la performance, qu'il faut une vision globale, qu'il faut absolument traiter les interfaces et les interactions du projet, donc en lien avec cette vision globale, et donc il faut anticiper des actions futures, que la ventilation performante doit être placée dans les premières étapes de réno, que les systèmes de chauffage, à l'inverse, doivent être placés plutôt dans les dernières. Mais combien d'étapes sont conseillées? Ça, on s'est maintenant basé sur des calculs pour voir un peu à quel niveau on arrive de performance dans le parcours de rénovation. Donc, on a pris des hypothèses de parcours. Donc, la réno complète et performante en une étape. La rénovation en 2 étapes avec une vision globale. Quel est le poste que je reporte? Donc, je prends ma réno complète, je reporte un poste. Ou alors, j'en reporte 2 ou 3 en faisant 3 ou 4 étapes, toujours avec une première étape forte, et je reporte un poste par étape suivante. Ou je fais mes 6 postes de travaux en 6 étapes. Et puis, on a voulu aussi calculer quand même, je fais 5 étapes de travaux, et il y a un poste que je ne traiterai jamais. Ce qui est assez optimiste, parce que ce qu'on constate, notamment dans les études Trémis, c'est que les particuliers ne vont pas forcément jusqu'au traitement de 5 postes de travaux. Parfois, ça s'arrête à plutôt 3. Et puis, l'état initial du parc pour cette étude qui a été calculée là aussi. Ce qu'on constate, c'est que si je reprends tout ce qu'on a présenté dans cette première partie de présentation, on a des risques d'impasse de travaux, on n'arrivera pas à corriger à partir du moment où on est en 3 ou 4 étapes. Enfin, plutôt en 4 étapes, on peut arriver assez vite dans des impasses de travaux. Et on a des risques de non-performance dès la 3e étape. Thierry, je te laisse parler peut-être plus des chiffres. Oui, tout à fait. Effectivement, donc là c'est une modélisation. Donc, comme Camille l'a dit, les 4 premières hypothèses sont des chemins de travaux différents, mais toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que c'est les mêmes bouquets de travaux qui ont été appliqués, les mêmes niveaux de résistance thermique, les mêmes niveaux de qualité de vitrage, etc. Sauf le dernier, 5 étapes plus un poste non traité, où on s'est aligné directement sur le niveau de performance exigé pour les subventions, crédit d'impôt, PTZ, voilà, sont toutes à un certain niveau. Donc là, on s'est mis au ras des pâquerettes sur ce cas-là. Mais les quatre au-dessus, c'est toutes choses égales par ailleurs. La seule différence, c'est quel pont thermique on a en plus du fait du traitement par étape, quel défaut d'étanchéité à l'air on a en plus
du fait de ce traitement par étapes. Donc les résultats, ils sont là. Donc, et avec la petite barre des 80 qui est notre cible, hein, qui est notre équivalent BBC pour l'étude. On voit donc que les deux premiers barreaux tiennent cet objectif BBC, donc une étape ou deux étapes, avec quelques pourcents d'écart, je crois 3% d'écart, entre ces deux façons d'arriver à la performance à terme. Donc, et puis par contre, dès qu'on arrive à 3 ou 4 étapes, ça se dégrade un peu plus. Pardon, c'était plus 6. À 3 ou 4 étapes, on est à plus 30, on a un peu plus de pertes, puisqu'effectivement, on commence à cumuler des ponts thermiques plus importants. C'est plus difficile d'éviter les interfaces difficiles et les interfaces insolubles. Et puis, quand on arrive carrément à 6 étapes, là, par contre, c'est carrément 60% de plus qu'on a sur la consommation du périmètre chauffage plus ECS, plus eau chaude sanitaire. Donc là, on est complètement hors des clous hein, par rapport à l'objectif BBC, on n'y est plus du tout. Sans parler effectivement des rénovations par geste, donc pas un niveau dit BBC compatible, mais juste au niveau des aides au ras des pâquerettes, encore une fois, où là on est carrément sur plus d'un facteur 2 par rapport à cet objectif de 80 kWh par mètre carré. Donc on voit effectivement que le chemin est étroit, c'est assez difficile de pouvoir mener une rénovation performante à terme. On va être obligé de se limiter à 1, 2 ou 3 étapes, a priori, maximum. Et j'insiste bien sur le fait qu'on se limite à un nombre d'étapes, pas uniquement avec cet objectif de 80. On rajoute vraiment les notions de santé, confort et pérennité du bâti. On ne peut pas se baser uniquement sur un chiffre calculé. C'est un complément. Du coup, on arrive déjà à l'essentiel, en espèce de synthèse, de conclusion. Donc, cette définition de la réno performante qui est portée par cette étude, donc bien avoir une réflexion sur la qualité de l'air intérieur et tout ce qui est santé à l'intérieur de notre logement, une préservation du bâti, qui est important aussi pour la valorisation de cette rénovation. Hein. On aura plus de mal à vendre une rénovation avec des problèmes de moisissure sur les murs. Le confort, été comme hiver dans le logement, et l'objectif de consommation BBC. Donc, conclusion assez forte quand même, c'est que ce qu'il y a à promouvoir, c'est la rénovation en une seule étape. Tous les postes sont traités en même temps, avec une vision globale, c'est-à-dire que les artisans qui ont travaillé sur le projet, sur le chantier, et ceux qui vont les accompagner vont bien s'intéresser à toutes les interfaces et les interactions entre les postes, et pas juste une juxtaposition de corps de métier qui vont travailler sur la maison. Donc, c'est bien travailler en même temps et ensemble. C'est possible quand même dans certains cas, et lorsque c'est vraiment pas possible de faire une seule étape, de reporter un poste, mais ça nécessite donc de réfléchir à quel poste je peux reporter. Donc, parfois, c'est imposé par le client qui a un souhait fort de reporter un poste, mais de savoir, bon, ok, ce poste 6, je le mets plus tard, à définir quand, et comment il va interagir plus tard, et comment je vais me raccorder à tout ce que j'ai déjà fait avant. Ce n'est pas si simple que ça, on ne peut pas toujours le reporter, donc il y a vraiment une réflexion à avoir, toujours cette vision globale du projet. Et puis, quand on fait 3 étapes, ce qui doit être vraiment exceptionnel, c'est pareil, on rajoute un niveau de complexité avec comment on suit le projet aussi dans le temps. Hein. Je reporte un poste, donc il faut que j'anticipe en étape 1 le report de mon poste 5 et de mon poste 6, qui pourrait être le chauffage notamment. Et en étape 2, et aussi que je réfléchisse à comment ça va interagir avec celui qui est reporté encore après. Et donc là, quand on y réfléchit, on se dit que c'est les mêmes personnes qui vont suivre tout le projet, mais pas toujours. Donc il y a vraiment un questionnement du suivi qualité de cette démarche. Mais on peut arriver à une rénovation performante par étape, en dégradant quand même un peu le niveau qu'on va atteindre, hein, ce fameux plus 6%, en traitant par étape. Donc, de toute façon, on s'en doutait, et ce n'était pas le sujet de l'étude, mais les rénovations partielles, ce qu'on vous montrait là, les 5 étapes, donc un poste non traité, ne permettront pas du tout jamais d'atteindre la performance à terme. Donc ça, c'était juste pour le souligner. La rénovation par étapes, ça augmente quand même la complexité, parce que ça veut dire qu'on sait comment reporter et qu'après, on arrive à suivre ce parcours de travaux, qu'on arrive à conseiller le particulier dans le temps.
Et on augmente aussi le risque d'impasse de rénovation quand on n'a pas cette vision globale et qu'on se dit « je reporte ça » et qu'après on ne peut plus venir corriger. Ou alors on peut, mais avec des surcoûts très importants, une fatigue morale des occupants qui doivent défaire des choses qu'ils avaient refaites. On pense assez facilement au retour de tableaux en fenêtre qu'on vient de refaire, qu'il faudrait redéposer pour rajouter une membrane d'étanchéité à l'air pour les raccorder aux nouvelles fenêtres, par exemple. Donc, quand on parle d'impasse, effectivement, ou alors il faut tout refaire, quoi. Et donc là, le ménage n'est pas toujours d'accord. Et puis, ça nécessite toute cette démarche-là aussi de former les professionnels à la rénovation par étapes, de savoir anticiper ce qui va se faire plus tard et donc aussi d'avoir une vision de ce que c'est qu'une réno performante. Aujourd'hui, alors ça, c'est effectivement, au moment de l'étude, il n'y avait pas les aides financières actuelles qui se sont un peu plus orientées vers de la réno dite globale, mais qui n'est encore pas de la réno complète et performante, mais on s'oriente quand même par là. Une sensibilisation des ménages aussi, qui parfois ne voient pas l'intérêt de faire une rénovation complète et performante, en une seule étape donc, ni même de pourquoi c'est important d'avoir une vision globale et pour reporter une étape. Et puis la question de comment on accompagne les ménages dans la durée qui aujourd'hui n'est pas résolue. Donc côté Doremi et Enertech, on continue à travailler sur ce sujet de la rénovation par étapes performante pour s'adresser du coup maintenant aux ménages et aux artisans. Donc là, on est en train de finaliser des fiches interfaces vulgarisées, donc à la fois des illustrations comme celles que vous voyez là, et puis des textes aussi vulgarisés. Donc il y a à peu près 70 fiches qui devraient être diffusées via le site de l'ADEME là cet automne. Et puis des outils pour accompagner les pros sur le chantier, justement, de quand je dois reporter un poste de travaux pour mon client, dans une vision globale, comment je fais et comment je fais après pour reprendre l'interface qui a été, entre guillemets, laissée en attente. Et puis Doremi travaille aussi sur une application web pour diffuser ça, plus qu'en forme de fiche, mais en forme d'application. Voilà, donc ça, c'est peut-être plutôt pour début 2022, cette application web, mais voilà, pour essayer de sensibiliser les ménages à la réno complète et performante et au risque de la réno par étape, aux difficultés de la rénovation par étape. Voilà pour nous et pour les conclusions de cette étude. Merci beaucoup Camille et Thierry pour cette présentation. Peut-être avant de passer à la présentation de PerfinMind, il y a eu pas mal de questions dans le chat pendant cette séquence. Je ne sais pas si tout le monde a pu voir les réponses qui ont été apportées par Thierry et Vincent et je les remercie. Peut-être reprendre une ou deux questions là qui ont été posées s'il n'y en a pas des complémentaires. Il y avait une question qui me semblait assez intéressante sur le traitement de la thématique du confort d'été dans la démarche proposée. Donc voilà, vous avez apporté des éléments de réponse par écrit, mais est-ce que vous pouvez nous les redire de vive voix pour que tout le monde puisse en profiter? Oui, oui, d'accord. Je veux bien m'y risquer. Oui, alors effectivement, non, on n'a pas pris en compte directement la question du confort d'été dans cette étude. Ce n'était pas l'objet. On a vu qu'il y avait déjà pas mal de difficultés sur la question du chauffage. On avait choisi cet angle d'approche en premier lieu. Après, ce qu'on peut quand même dire, d'une part, c'est qu'évidemment, oui, vous avez raison de souligner la question du confort d'été qui est extrêmement importante aujourd'hui déjà et demain encore plus. On ne sait pas dire aujourd'hui à quel point la question de la rénovation par étapes change quelque chose à l'approche du confort d'été. C'est-à-dire que les déterminants du confort d'été en rénovation restent les mêmes qu'on soit en rénovation globale en une seule fois ou en rénovation par étapes. C'est l'inertie, c'est les occultations, c'est une certaine maîtrise des surfaces vitrées dans les cas extrêmes, et c'est une pratique des occupants avant tout qui garantit le confort, c'est-à-dire utiliser les occultations la journée, aérer la nuit quand c'est pertinent ou le matin. Voilà, c'est ces choses-là qui vont garantir le confort. Et finalement, le fait d'arriver dans une rénovation par étape ou globale, ne change pas grand-chose au résultat en confort d'été a priori, si ce n'est quand même, ce que je disais dans le chat, le fait qu'une enveloppe très performante
donc avec pas de pont thermique par exemple, c'est aussi le garant d'une bonne qualité de confort d'été, dans la mesure où une fois que j'ai réussi par mon aération nocturne à stocker du frais dans mon bâtiment, j'ai pas envie que le frais s'échappe par les ponts thermiques, comme la chaleur s'échappe par les ponts thermiques en hiver. C'est exactement le même phénomène. Donc, c'est là où le petit élément de réponse, c'est que tout ce qu'on a dit ici sur la thermique d'hiver s'applique aussi de façon qualitative à la thermique d'été. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Juste préciser qu'on a bien intégré dans la notion de réno performante, et Camille l'a indiqué tout à l'heure, le confort thermique d'hiver et d'été. Donc, il nous semble fondamental de l'embarquer dans la définition de la réno performante, en sachant qu'une réno performante qui conduirait à des logements à 50 degrés ne pourrait pas être qualifiée comme telle. Voilà. Oui, effectivement, dans l'étude, on n'a pas de calcul sur le confort d'été. Par contre, c'est une condition pour définir la réno performante, c'est qu'il y a un confort de la même façon qu'on est attaché au confort visuel. Ce que disait Thierry dans l'exemple, on va éviter de réduire les surfaces de fenêtres pour assurer un bon confort visuel. Donc, cette notion de confort, elle est importante, et c'est ce qu'on souligne dans la démarche qu'il faut avoir sur un chantier de rénovation. De confort d'été, de confort d'hiver, de confort visuel, et de confort acoustique, etc. Ouais. Ensuite, dans les questions dans le chat, il y a eu beaucoup de questions autour des aides financières. Donc ça, je propose qu'on le garde pour la deuxième partie de l'atelier, qui sera plus un échange avec les participants. Et par contre, il y a une autre question que je trouve intéressante là d'aborder avant de passer à PerfinMind, c'est la transposition de cette étude au logement collectif. Donc, est-ce que là-dessus, l'un de vous peut apporter un petit éclairage? Je dirais que déjà, si on regarde l'enveloppe, on voit que ce n'est pas parce qu'on est en maison individuelle ou en logement collectif qu'il faut oublier les interfaces. En fait, le traitement des interfaces est important dans les deux cas. Donc, si en logement collectif, on remplace des fenêtres, il faut le coupler avec l'isolation des murs, et puis l'isolation des murs, y réfléchir avec la toiture, etc. Donc, dans tous les cas, ces genres de conclusions sur l'approche qualitative de traitement des interfaces et des interactions, c'est important aussi en logement collectif. Après, on n'a pas des calculs pour dire l'impact que ça peut avoir de faire par étapes, mais toute l'approche qualitative, pour moi, peut être transposée sans souci. Je laisse compléter, Thierry. Oui, peut-être un exemple sur la question. Effectivement, l'interface isolation des murs et menuiserie est exactement le même qu'en maison individuelle. On aurait fait exactement le même détail en collectif. Donc voilà. Par contre, peut-être sur la toiture, on n'a qu'à des toitures plates. On peut s'imaginer le cas particulier. Je fais une ITE et puis je viens recouvrir mon acrotère parce que je dois isoler les 3 faces de mon acrotère à terme. Donc, si je fais mon ITE, je retourne mon isolant, je viens en contact avec l'isolant existant. Imaginons qu'on a 5 cm d'isolant existant qui ont été placés précédemment ou à l'origine. Eh bien, voilà, on va revenir ici. Le jour où je veux refaire mon isolation de toiture, mon niveau d'étanchéité, mes 15 cm de remontée d'étanchéité, ne sont plus au bon endroit. Parce qu'au lieu de 5 cm, je vais vouloir 20 cm. Et donc, je vais devoir remonter de 15 cm l'ensemble de mon ITE, en tout cas du recouvrement de l'acrotère de l'ITE. Donc, on a exactement un problème similaire qu'on n'avait pas traité initialement dans l'étude pour les maisons, parce que ce n'est pas un cas très fréquent. Par contre, dans l'étude en cours, on a aussi ce détail-là, je crois, de plancher, de toiture plate qui est exploré, donc avec le détail que je vous décris. Donc voilà, c'est peut-être la représentativité de ces détails qui va changer dans le collectif, mais la démarche est la même. Par contre, la différence, ce que je soulignais dans le chat, c'est qu'il y a une maîtrise d'œuvre qui est systématiquement présente. Alors, autant c'est difficile d'imaginer que des artisans vont pouvoir réussir à retrouver l'historique de ce qui a été fait avant eux et trouver les bonnes solutions à partir de carnets de détails, etc. On voit que c'est d'une grande complexité. Autant on peut imaginer qu'une maîtrise d'œuvre qui a été formée à ça, c'est-à-dire là aussi, qui nécessite un travail en amont ou de carnet de détails qui soit produit, donc c'est aussi l'objet de la poursuite de l'étude qu'on vous a présentée, c'est donc de produire des solutions. Et là, on peut imaginer que des maîtres d'œuvre puissent dessiner vraiment de l'origine un parcours de formation, un parcours de rénovation par étape, et que mon acrotère que j'isole, je vais anticiper que demain, il y aura 20 cm d'isolant. Donc, mon relevé d'étanchéité à l'air, je ne l'arrête pas à 15 cm, mais je l'arrête directement
à 40 cm, si je calcule bien, les 15 cm d'isolant complémentaire, non 30, pardon, les 15 cm d'isolant à venir et les 15 cm de remontée d'étanchéité que je voudrais à terme. Voilà. Donc, c'est un exemple d'anticipation qu'une maîtrise d'œuvre pourrait être capable de faire si on lui donne les outils et les points de vigilance. Thierry, pour cet éclairage. Et je propose, vu le timing, qu'on vous laisse continuer sur la présentation des premiers résultats de PerfinMind. Tout à fait. Du coup, je pense que le partage d'écran s'est activé. C'est parfait. Super. Et ben, donc, je vais vous parler rapidement du projet PerfinMind, donc, qui est une évaluation par la mesure, par une campagne de mesure de 100 rénovations performantes en maison individuelle. Donc, on est toujours dans ce périmètre précis de la maison individuelle. C'est une opération voilà, qui a été soutenue par l'ADEME également dans le cadre d'un appel à projet recherche, avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, côté Enertech, on a fait plutôt ce qui était campagne de mesure et analyse technique. Effinergie était présente pour aussi comprendre les dispositifs d'accompagnement des ménages dont ils ont bénéficié, et puis travailler aussi sur les côtés retour d'expérience et capitalisation d'infos. Medieco était en pointe sur les questions de qualité d'air intérieur, et l'Institut Négawatt a également collaboré sur l'aspect études sociaux. Il y a également eu un comité de pilotage composé de dispositifs d'accompagnement, donc des régions et également le dispositif d'Aurémy, et un comité de suivi technique où on a eu le plaisir d'avoir le CSTB, l'AQC et Pouget Consultants qui ont pu venir un petit peu challenger notre projet et échanger avec nous sur ces résultats partiels et bientôt sur ces conclusions. Les objectifs du projet, c'est évaluer une centaine de maisons. Donc, il s'agissait de faire un petit état des lieux déjà des dispositifs qui existent aujourd'hui pour accompagner la rénovation performante et d'abord définir la rénovation performante. Donc, en l'occurrence, sur PerfinMind, ce qu'on appelle performance, ça va être tout ce qui va être BBC ou équivalent ou mieux. Donc, on a un panel qui est constitué de maisons BBC, une soixantaine de maisons BBC, une trentaine de maisons rénovées avec les STR, les solutions techniques de rénovation. Donc, c'est l'approche de Dorémy, par exemple. Et puis, une douzaine de maisons qui sont à énergie positive, donc qui ont été conçues dans le cadre du principe Energy Strong, voilà, de rénovation à énergie positive avec préfabrication des éléments. Voilà, donc voilà, je vais vite sur la méthode, mais sachez juste que voilà, la campagne de mesure sur 100 maisons a été différenciée entre 40 maisons en suivi vraiment détaillé avec une instrumentation assez complète, et les 60 autres maisons sont suivies d'un peu plus loin pour juste pouvoir un petit peu massifier les résultats. Je vais tout de suite aux résultats principaux et les grands messages clés qu'on vient juste donc d'établir. Hein. J'apporte une petite précision par rapport à l'introduction de Marie-Pierre. C'est plus le rapport vient juste d'être produit pour relecture interne et relecture de l'ADEME, mais pas encore diffusé. Ce sera la diffusion sur le site de l'ADEME aura lieu sans doute plutôt fin octobre. Voilà, selon le temps de relecture collectif. En tout cas, en avant-première, donc, quelques éléments de conclusion. Donc, d'abord, des très bons résultats, en fait. Donc, un vrai succès de la rénovation complète et performante. Ici, on a des graphiques sur les consommations 5 usages. Hein, vous savez, le chauffage, l'eau chaude, la clim, là, en l'occurrence, il n'y en avait pas, les auxiliaires et l'éclairage. Et donc, avec des résultats qui, en moyenne, sont à 75 kWh d'énergie primaire par mètre carré Schon par an. Donc, en dessous, même assez largement en dessous des 80 kWh par mètre carré qui sont la valeur pivot du BBC Rénovation. Donc, on le respecte très largement. On note au passage que 70% des logements se retrouvent en classe A et B de l'ancien DPE, donc avant l'histoire de l'étiquette carbone, etc. On est quand même resté sur l'ancien DPE parce que c'est le DPE qui était en vigueur au moment où ces rénaux ont été conçus. Ce ne serait pas tout à fait honnête de les comparer à un DPE qui n'existait pas à l'époque. Voilà, et globalement, un très bon respect des objectifs, plus de 80% sur l'ensemble des modes de conception de la performance ont respecté leurs objectifs. Et d'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas, puisque 96% des ménages se déclarent plutôt ou entièrement satisfaits de leur rénovation. 80% sont satisfaits également de leur facture énergétique, avec une bonne qualité de prévision des consommations après réno. Donc, des très bons résultats. Quelques rares contre-performances sur l'enveloppe dont je parle quand même parce qu'elles nous disent plusieurs choses. Que quand même, malgré la qualité de l'accompagnement des ménages, il y a eu quand même des non-conformités qui sont glissées entre les mailles des filets. Donc, certaines opérations se sont avérées en fait non conformes
à leur référentiel dans leur conception. Donc, ça fait quelques cas de maisons qui dépassent ces objectifs, mais c'est normal parce qu'en fait, elles ne respectaient pas le cahier des charges. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu discriminer les résultats en performance entre les maisons qui sont totalement dans le respect de leur référentiel et celles qui ne respectent pas tout ou partie de leur référentiel. Et on voit 40% d'écart de consommation moyenne de chauffage entre les deux, donc ce n'est pas négligeable. Et surtout, on voit un resserrement de la dispersion des résultats. Je ne sais pas si vous avez la boutique des boîtes à moustaches qui sont beaucoup utilisées par les statisticiens, mais en fait, la barre, le rectangle, là, donne le premier et le troisième quartile, c'est-à-dire qu'en fait, 50% de l'échantillon se retrouve entre le premier et le troisième quartile. Et seulement 50% se retrouvent à l'extérieur, sont considérés comme des valeurs un peu extrêmes. On voit que sans contre-performance, les barreaux sont beaucoup plus resserrés. Ça veut dire que la prévisibilité de la performance atteinte est beaucoup plus fiable quand on a le respect complet d'un cahier des charges, donc ce qui nous engage quelque part, ce qui confirme aussi l'approche qualitative de la rénovation complète et performante, puisque, entre guillemets, c'est un peu le n'importe quoi quand on se met à ne pas respecter des cahiers des charges précis. Je rebondis aussi, puisqu'on vient de parler de rénovation par étape, on a eu un cas avéré, un cas identifié de réno par étape où l'ITE a été faite avant le reste des travaux. Et dans l'inspection caméra infrarouge qui a été faite sur les maisons en suivi avancé, ça s'est vu tout de suite, puisqu'on avait le pont thermique dont je vous ai parlé, qui était visible en live et dont on a pu estimer par le calcul qu'il représentait plus de 10%, enfin, un accroissement des déperditions de l'enveloppe de plus de 10%. Donc, ce n'est pas négligeable non plus. Donc voilà, un volet QAI donc, avec Medieco qui nous a montré beaucoup de choses. J'insiste sur quelques petits points ici. Globalement, la qualité d'air des maisons est très bonne. On a pu observer une corrélation assez nette entre les taux de renouvellement d'air et la qualité sur les différents polluants, que ce soit le CO2, les particules fines, le radon, dans une certaine mesure les particules, dans une certaine mesure les composés organiques volatiles, même si globalement il y en a eu très peu. Et puis, cette petite conclusion, si on veut 80% du temps d'occupation des logements en concentration de CO2 moyenne ou excellente au sens des normes, on a pu constater, à partir de ces relevés-là, qu'il faudrait 0,5 volumeur de renouvellement d'air. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'a présenté Camille tout à l'heure en termes d'objectifs de niveau de ventilation. Ça confirme un peu cette intuition qu'on avait déjà, que finalement, l'arrêté de 82, c'est au bon niveau en autoréglable, donc en ventilation permanente, et que l'hygroréglable, en descendant à 0,3 volumeur, dégrade globalement la qualité intérieure des logements, que ce soit sur le CO2 ou sur les autres indicateurs. Deuxième élément sur la qualité d'air, c'est le radon. On a vu du radon même en zone 1, c'est-à-dire la zone qui a priori n'est pas exposée à un risque radon. Donc, la présence de radon dans les logements a quand même été avérée dans ces cas-là. Et puis, deuxième élément, c'est que la double flux s'en sort beaucoup mieux en zone radon, quel que soit le niveau d'exposition, tout simplement parce qu'elle ne met pas le logement en dépression, comme c'est le cas en simple flux. Et donc, on a moins de radon qui est aspiré du sol pour aller dans le logement. Donc, on voit aussi là une efficacité importante de la double flux. Par ailleurs, on a observé un certain nombre de non-qualités, certaines relativement présentes quand même. D'abord sur la ventilation, principalement sur la ventilation, des mauvais réglages, des ventilations simple flux en surdébit, des ventilations double flux en sous-débit, des filtres pas assez remplacés en double flux et aussi en ventilation par insufflation, du bruit qui a été signalé dans 30% des logements, qu'ils soient en simple ou en double flux, qui a été signalé. D'autre part, côté chauffage, on a vu certains mauvais réglages, un certain nombre de chaudières qui n'avaient absolument pas de loi d'eau, c'est ce qu'on voit sur le graphique à côté, là, pour ceux qui savent lire ce genre de graphique. Mais en tout cas, il n'y avait pas de variation de la température de départ en fonction de la température extérieure. Des régimes de température trop élevés par rapport à la puissance nécessaire en fin de rénovation, des régulations terminales qui ne marchaient pas ou qui étaient peu performantes. Bref, tout ça pour nous rappeler, nous inciter à mieux accompagner globalement le chantier et surtout la fin du chantier, c'est-à-dire les réglages, s'assurer que la ventilation est bien équilibrée, bien réglée, qu'elle ne fait pas de bruit, etc. Et expliquer aux habitants, aux ménages, comment se servir de leur interface. Beaucoup de gens jugent l'interface des systèmes non conviviales, que ce soit les thermostats ou les doubles flux ou les chaudières. Donc, il y a un vrai enjeu à accompagner les ménages dans l'appropriation de ces systèmes-là. Les gens ne sont pas rebutés par la technicité de ces équipements, mais simplement par l'interface qui est peu conviviale.
Voilà, je saute aux conclusions. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. C'est un rapport qui fait 200 pages, hein, donc ça se déguste petite bouchée par petite bouchée. Mais en gros, des résultats extrêmement positifs, donc des dispositifs d'accompagnement qui ont bien fonctionné, qui étaient bien structurés, une très bonne satisfaction globale, des promesses énergétiques qui ont été tenues, un confort et une qualité d'air qui sont globalement bons, été comme hiver, et des plans de financement qui ont pu être proposés à chaque ménage, même si bon, on peut regretter certains coûts qui étaient un peu excessifs de notre point de vue, dans lesquels on pourrait reparler, qui nous font peut-être dire qu'aujourd'hui, le marché de la rénovation performante est un marché encore balbutiant, hein, puisqu'on a recensé au total moins de 4000 maisons rénovées à un niveau BBC ou équivalent. Donc, c'est un marché qui débute seulement. Donc, c'est normal qu'il ne soit pas mature du point de vue des prix. Donc, là aussi, dans une perspective de massification, on devrait assister à un assainissement de ces conditions économiques. Et donc, moyennement, quelques améliorations, on va dire. Donc, les dispositifs techniques d'accompagnement, ce que je vous disais, mieux accompagner le chantier, la réception, etc. Peut-être des enjeux de formation des acteurs. Certains retours d'expérience qu'on a eus un peu moins bons auraient pu être évités par une meilleure formation des acteurs. Et puis, le renforcement, le fléchage sur la rénovation performante exclusivement et la simplification des financements. Si on arrive à rassembler tout ça, on voit que globalement, on a tout ce qu'il faut. En tout cas, techniquement, là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a des très bons résultats. Et donc, on peut conclure que la rénovation complète et performante est déjà prête aujourd'hui à être massifiée pour répondre aux enjeux qu'on connaît tous, les enjeux écologiques et sociaux du 21e siècle. Voilà, en très rapide. 200 pages en 10 minutes. Merci, Thierry pour cet avant-goût, qui je pense, donnera envie, lorsque le rapport, sera effectivement, publié et disponible, sur la librairie, de l'ADEME, aux participants, d'aller voir, et lire avec, l'ensemble des 200 pages de ce rapport. Hem, donc, merci, on a très bien tenu, le timing, donc merci à vous. Et donc là, pour rappeler aux participants que vous pouvez continuer à poser, des questions, dans le chat. Et là, on va passer sur, plus, une partie de relais des questions-réponses, aux, intervenants. Donc, parmi, les questions, il y en avait plusieurs, qui portaient, sur, les aides financières. Comme, je l'ai dit, tout à l'heure, et je pense que on peut peut-être partir de là pour la discussion. Donc il y avait une question, par exemple, sur, de savoir s'il était prévu des modifications des aides financières afin d'encourager les ménages sur ce type de rénovation, qui n'est actuellement pas soutenu. Et dans la même veine, une autre question, est-ce que vous pensez que le coup de pouce de rénovation globale de PrimeRénov' est suffisant? Qu'en est-il des 4 tranches, de la prime? Et est-ce que c'est un bon moyen pour motiver, tous les particuliers à rénover, leur logement? Donc, sujet compliqué, sujet un peu politique, également. Donc, je vous laisse, vous coordonner pour apporter, vos réponses. Et pour les participants, n'hésitez pas à continuer à poser, des questions, dans le chat. Je ne sais pas si j'attaque sur le sujet, ça vous va? Alors, il faudra qu'on précise un peu les choses parce qu'il n'existe pas de coup de pouce MaPrimeRénov', il existe un coup de pouce et des éléments sur MaPrimeRénov', donc j'essaierai de préciser un peu ça. Ce qui est sûr, c'est que les mécanismes financiers, les aides telles qu'elles ont été définies jusqu'à présent, heu, n'ont pas été définies en prenant en compte, une logique de rénovation performante telle que décrite ici. En fait, on reste dans notre montage d'aide, dans notre système d'aide aujourd'hui, sur, je dirais la préhistoire de la réno performante, c'est-à-dire, avant 2015, heu, on reste sur une croyance qui est que, multiplier les gestes de travaux conduirait à la performance à terme. Et donc les aides actuelles sont encore, versées sur le fait que, en multipliant les gestes de travaux, un, 2, 3 gestes de travaux, ça permettra d'aller vers la performance. Et donc, ce que montre l'étude, hein, très concrètement, c'est que la réponse est non. Ça c'est pas en juxtaposant, c'est pas très intuitif, mais c'est pas en juxtaposant, des gestes de travaux qu'on arrive à la performance à terme. Donc les aides actuelles, tiennent plus, je vais utiliser un mot assez sévère, mais voilà, que je pourrais détailler si besoin. On est plus sur une logique de saupoudrage aujourd'hui que sur une logique de concentration
qui permettrait d'aller vers cette logique de performance à terme. Donc pour répondre clairement, les aides aujourd'hui ne sont pas dans une logique de rénovation, ni performante par étape, ni performante en une seule fois. Ça, c'est extrêmement clair. Et je dirais que les tendances qu'on a vues à l'œuvre ont plutôt été des tendances, de recul. Je prendrai un seul exemple, l'éco-prêt à taux zéro, qui au départ était sur plusieurs travaux, obligatoires, est revenu à des monogestes de travaux. Par contre, il y a eu des tentatives, et notamment 2, qui sont d'un côté le coup de pouce rénovation performante. C'est la première fois qu'on utilisait le terme performant dans un mécanisme d'aide, en octobre de l'année dernière, et MaPrimeRénov', rénovation globale. Donc là, on utilisait par contre le terme rénovation globale. Ces 2 mécanismes sont basés sur 55 d'économie d'énergie, d'économie de chauffage, pardon, avec un niveau d'atteinte qui, de mémoire, est 330 kWh minimum, ce qui est extrêmement élevé. Il faut être en dessous de 330 kWh, le BBC est à 80. Donc, ce sont des définitions qui sont extrêmement loin de la définition de la rénovation performante telle que proposée là et telle qu'intégrée dans la loi aujourd'hui. Ces 2 mécanismes financiers, coup de pouce C2E, Réno Performante et MaPrimeRénov', on se rend compte qu'elles génèrent aujourd'hui des rénovations qui ne sont pas du tout performantes. Les retours qu'on a, je prendrai l'exemple du coup de pouce rénovation performante. On a un retour d'expérience qui est d'à peu près 400 dossiers, 350 à 400 dossiers seulement. Sur ces dossiers, on se rend compte qu'il y a une moyenne d'investissement qui est entre 15 000 et 18 000 €. Et principalement, ce sont des changements de chaudière pour des pompes à chaleur. Heu, il y a une fraude, hein, on a interpellé avec d'autres structures, notamment des délégataires depuis le début de cette année, sur le fait que des bureaux d'études surestiment les consommations de chauffage dans la maison. Du coup, avec cette logique de pompe à chaleur, permettent d'atteindre les 55 d'économie d'énergie. Et donc, on se retrouve avec un système où on passe en rénovation performante avec uniquement un changement de chaudière, ou pas uniquement, mais quasi. Donc là, c'est extrêmement défavorable à la dynamique de montée en qualité et de montée en performance des rénovations. Et dernier point, que j'ai tenté de mettre par écrit, je vais l'expliciter par oral, heu, que ce soit pour le coup de pouce Réno Performante ou pour MaPrimeRénov', Réno Global, ça c'est des retours d'expérience de terrain, hein, parce que c'est les montages qu'on fait dans le cadre de Dorémy, pour les ménages qui souhaitent faire des rénovations performantes. On se rend compte que dans pas mal de cas, et je dirais même dans la majorité des cas, aujourd'hui, on se retrouve, à découvrir que c'est plus intéressant de faire, des mobilisations lot par lot. On va chercher MaPrimeRénov' lot par lot, ou on va chercher, les C2E lot par lot, et que la somme est plus intéressante que le coup de pouce ou que MaPrimeRénov', Réno Global. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'il y a aucune incitation, et si vous n'êtes pas expert financier, en plus d'être expert thermique, vous n'arrivez pas à faire le montage. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, hem, le travail, il est devant nous, sur le fait de structurer un mécanisme, financier, un mécanisme d'aide, qui soit robuste. Nous publierons, côté, Institut Négawatt et Dorémy, le mois prochain, une étude, que l'on a réalisée avec, Deloitte et Énergie Demain, et la Tournerie Avocat, sur ce qu'on a appelé l'offre universelle de financement, donc le OUF dans notre jargon, qui est un mécanisme simplifié de financement de la rénovation performante. Voilà, donc ça, c'est un teaser aussi, un teasing, je vous laisse découvrir ça dans quelques mois, donc dans quelques semaines. Juste en complément, déjà qu'on n'est pas incité avec les aides à faire de la réno complète et performante, puisqu'on peut faire du lot par lot et ça, on va avoir plus d'aides. En plus de ça, le seuil de ces aides-là, quand on veut faire une réno complète en utilisant des aides, on n'est pas poussé non plus, parce que ces seuils sont inférieurs à ceux qu'on a utilisés dans l'étude, qui sont plus élevés. Donc, ce qu'on peut appeler dans certains cas des niveaux BBC compatibles, c'est-à-dire qu'on n'a même pas lot par lot ces niveaux-là. Donc, on va vers à la fois des impasses de rénovation, parce qu'on ne pourra plus traiter les interfaces, parce qu'on a reporté des lots sans vision globale, et aussi
ce qu'on appelait tuer le gisement, on n'aura pas assez d'isolation. Donc, si vraiment on veut atteindre l'objectif rien que sur le niveau de performance énergétique, on n'y arrivera pas parce que l'épaisseur d'isolant ne sera pas assez élevée, la performance des fenêtres ou des équipements, etc. Donc, il y a vraiment ces deux choses qui sont problématiques avec les aides actuelles. Et je veux bien rebondir là-dessus parce que là aussi, ça provient d'une croyance que ça coûte plus cher d'isoler plus, qu'il faut absolument contredire systématiquement. Il est vrai que le premier centimètre d'isolant est celui qui isole le plus, mais il faut aussi se souvenir que c'est celui qui coûte le plus cher. C'est-à-dire que pour le premier centimètre d'isolant, je dois mettre un échafaudage, je dois faire des chevillages d'isolant, je dois mettre un enduit dessus, je dois faire déplacer de la main-d'œuvre, etc., etc. Alors que derrière, le coût marginal du centimètre supplémentaire s'élève à 1 ou 2 euros par mètre carré de paroi en général. Donc, c'est tout à fait négligeable. Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'entre passer d'une résistance de 3,7 en mur, comme c'est demandé typiquement aujourd'hui au niveau des subventions, à une résistance de 4,5 comme on peut le préconiser dans les solutions techniques de rénovation, dans les STR, finalement, on parle de quelques centimètres de plus. Et donc, on parle de quelques euros au mètre carré de plus. Et donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est impactant au niveau des coûts. Et c'est totalement absorbé par le bruit de fond de la diversité des prix aujourd'hui. Finalement, on va peut-être avoir une différence de coût plus importante par rapport à la qualité de la finition de l'enduit qu'on a envie en termes d'esthétique pour la maison que sur l'épaisseur d'isolant. Comme on parle de coût, sur le coût des travaux et le coût moyen d'une rénovation globale performante pour une maison individuelle, je pense que ça, c'est aussi le nerf de la guerre. Donc, on parle des aides, mais voilà, comment les ménages arrivent à financer la rénovation globale si on veut la pousser, quel est le coût que ça représente? Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des petits indicateurs là-dessus? Tu veux commencer ou je commence? Je te laisse commencer. Ouais, si tu veux, justement, j'avais pour le coup, je voulais bien vous montrer un graphique de plus de Perfilman, du coup, mais il n'est pas dans le PowerPoint, donc il faut que je le trouve. Mais du coup, si tu veux commencer à commenter, je t'en prie. Le temps que Alors là, c'est basé sur les retours d'expérience côté Doremi. On est sur alors il y a une grosse précaution à prendre sur ce dont on cause quand on parle de coûts de travaux. La première chose, c'est est-ce qu'on parle de tous les travaux inclus dans la maison ou si on parle du périmètre des travaux liés à la thermique et à la performance. Ça, c'est tout un travail qui a été fait côté Enertech depuis très très longtemps et qui est vraiment extrêmement important à prendre en compte. C'est-à-dire que si vous mettez sur le dos de la rénovation performante la réfection de la toiture et de la charpente, évidemment, vous n'allez pas faire beaucoup de rénovation performante. Donc, il faut bien scinder les coûts pour pouvoir analyser les choses. Donc, quand on regarde uniquement les coûts liés à la thermique, on est sur les meilleures rénovations qu'on a suivies de notre côté, côté Doremi, c'est entre 350 et 450 euros du mètre carré. Par contre, quand on regarde un peu plus largement au niveau des territoires, en Haute-Savoie, 750 €, tout le monde est content que les rénovations sortent à 750 € du mètre carré. Sur le Grand Lyon ou le Grand Paris, on est sur des montants aussi qui ne sont pas de 350 €, ça c'est certain, ou en Alsace, par exemple, d'où vient François Lerman qui vient de faire une remarque là sur la partie coût induit. Voilà, donc il faut faire très attention au niveau de la disparité nationale. Il y a des territoires qui sont très différents et de ce qu'on met dans ces coûts de travaux. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que à 450 € du mètre carré, c'est un investissement de bon père de famille que de faire ce type de démarche. À 750, c'est beaucoup plus discutable. Donc il faut qu'on travaille sur l'optimisation des coûts de travaux. C'est un enjeu vraiment extrêmement important, au moins aussi important que l'atteinte de la performance et d'avoir des bons mécanismes financiers. Hein, ça fait partie des éléments clés. Oui, tout à fait. Pour illustrer ça aussi, côté Perfilman, donc on a distingué là dans le graphique, hein, désolé, ils sont un peu balèzes, hein, les Oui, il graphiques. clignote, par ailleurs. Tu peux peut-être le mettre en plein écran, non? Si on Ouais, va faire un dans plein l'affichage. écran, peut-être affichage, C'est un peu affichage. psychédélique là sur le Ouais, là affichage, ça a l'air d'aller mieux.
Ouais, ça bouge plus là, c'est bon. Tu Est-ce laisses que c'est dessus. bien là? Ouais, 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 ouais. OK. OK, c'est vrai. Donc je vais rester comme ça, je vais pas bouger. Effectivement, on a mis sur le barreau vert, le poste énergie, 6 postes. Les 6 postes, qui constituent une rénovation complète, hein, telle qu'on l'a décrit avec Camille, y compris les coûts induits, hein, je précise tout de suite, c'est-à-dire justement, l'échafaudage, le déplacement de la chute, des eaux usées et cetera. Tout ça, c'est bien inclus dans ce périmètre-là. On a un autre périmètre en bleu au-dessus qui est des autres postes liés à l'énergie. Par exemple, le ballon solaire, on n'est pas obligé de mettre un ballon pardon, si, dans le ballon solaire, finalement, je l'ai mis dans l'énergie parce qu'il faut bien une solution d'eau chaude sanitaire. Donc si j'ai un poêle à bois, je vais mettre un ballon solaire, c'est une solution, énergie. Par contre, mettre du photovoltaïque sur la toiture, voilà, moi je l'ai fait pour ma réno, mais ce n'est pas du tout nécessaire pour faire une réno performante. Donc ça, c'est dans les autres énergies, ou le remplacement des radiateurs, c'est de la maintenance lourde, ce n'est pas de la rénovation énergétique, au sens où on n'est pas obligé de remplacer les radiateurs, s'ils sont en bon état, on les conserve. Voilà, donc ça c'est un barreau qui s'empile dessus. Après, on a des coûts éventuels d'études, de maîtrise d'œuvre, des tests d'infiltrométrie, etc., etc. Et puis on a surtout le barreau violet qui est l'ensemble de la rénovation hors énergie. Et là, c'est l'ensemble de la réhabilitation d'usage du bâtiment qui peut facilement doubler le montant global. Nous, ce qui nous intéresse quand même, là où on cherche à avoir un temps de retour par rapport au gain en économie d'énergie, c'est sur l'ensemble des 6 postes. Et donc là, dans Perfilman, on a une moyenne à 60 000 € pour ces 6 postes de rénovation. Et puis après, le reste, ça peut nous emmener beaucoup plus loin, effectivement. Donc ça pose la question, effectivement, comment on va financer ces travaux-là. J'en profite aussi pour signaler, parce que c'est ce qu'on a mis en commentaire sur le dessus des barreaux, là dans le graphique, la part de l'autoréhabilitation, qui n'était pas du tout l'objet de l'étude Perfilman, mais qu'on a quand même vu dans les questionnaires comme étant quelque chose d'important. Les gens ont fait en autoréhabilitation, la moitié des gens ont fait au moins un poste en autoréhabilitation, et c'est assez vite 2, 3, 4 postes, et y compris des postes dits techniques, comme refaire une partie de l'installation électrique ou participer à l'isolation, participer à des démolitions, voilà. Au-delà des plus classiques qu'on connaît tous, de refaire des peintures après les travaux d'isolation intérieure, par exemple. Voilà. Donc, important aussi de garder ça en vue, qu'au-delà de tous ces coûts à financer, les coûts énergétiques, les autres coûts non énergétiques, tout ça est à financer en même temps. Et il y a aussi les postes en auto-rénovation qui passent un peu sous nos radars, qui sont à financer en même temps. Donc, ça pose effectivement à la fois la question, comme je le disais tout à l'heure, de la maturité des prix aujourd'hui. Là, on a vu dans cet échantillon des Sarking à 300 € du mètre carré, des ITE à 200 € du mètre carré, des doubles flux à 15 000 €, des chaudières gaz à 15 000 €. Enfin voilà, des prix qui, nous, vus d'ici, nous semblent aberrants parce qu'on a pu constater sur le terrain des très bonnes pratiques de pose pour des prix beaucoup plus abordables. Et donc, il nous semble qu'il y a un vrai enjeu aussi de donner de la lisibilité à l'ensemble des acteurs du marché, que ce soit les artisans, mais aussi les fournisseurs, les industriels, les fabricants de matériaux d'isolation, etc., de chaudières, de ventilation, tout ça, de leur donner une lisibilité sur les volumes futurs et permettre d'avoir une réelle courbe d'apprentissage au niveau des prix et de pouvoir atterrir sur des coûts plus maîtrisés demain. Quelque part, ce qu'on voit aussi, c'est des situations des fois de quasi-monopole dans certaines régions voilà, de niveaux de prix qui sont unanimement élevés. Il suffirait finalement d'un acteur un peu extérieur, un acteur régional qui vienne s'implanter dans un territoire où les prix sont élevés pour peut-être faire un petit électrochoc et que tout le monde se réveille. Sur la question des prix, je me permets de mentionner aussi, alors ça date peut-être un petit peu, mais en novembre 2019, il y a une étude, qui a été publiée par l'ADEME, et je vais vous mettre le lien dans le chat, si vous voulez creuser. C'est une étude sur justement une étude des prix sur la rénovation énergétique des logements, et qui est basée sur une collecte des prix des gestes de rénovation qui a été conduite en 2018 par le réseau des conseillers FR, donc les anciens espaces Infoénergie et plateformes de rénovation énergétique. Donc, je vais vous mettre le lien, et voilà. Donc, je ne sais pas enfin, je suis pas assez terrain pour juger de la pertinence encore des résultats de cette étude qui a maintenant
2 années, voire 3 par rapport à la période de collecte. Mais je pense que ça peut toujours être intéressant, d'aller y jeter, un œil. Tout à fait, ouais. C'est un de nos points de référence, hein. Quand je dis qu'on a des prix qu'on juge élevés, un de nos points de référence, c'est cette étude ADEME, effectivement, qui est très importante. Mmh, donc Je voudrais par rebondir sur ah pardon. l'autoréhabilitation, si c'est possible. Parce qu'effectivement, on sent que des particuliers qui veulent rénover veulent aussi mettre la main à la pâte, enfin, en tout cas, certains. Et puis, du coup, je lirai avec attentivement Père Filmine ce soir. Mais effectivement, on constate aussi, et c'est un sujet sur lequel on essaye de travailler côté de Rémi, parce que quand on parle de prix qui sont assez élevés, on pourrait se dire, du coup, la rénovation performante, elle n'est pas accessible à tous. Or, côté de Rémi, nous, les ménages, qu'on appelle les ménages des particuliers qui font des rénovations, ne sont pas que des aisés, loin de là. Alors, je n'ai pas les chiffres, Vincent aura peut-être plus que moi en tête. On accompagne beaucoup de particuliers en précarité. Et là, on va lancer vraiment un travail sur comment on accompagne les familles en grande précarité, potentiellement avec de l'autoréhabilitation accompagnée, c'est-à-dire qu'il y a quand même un professionnel qui accompagne, potentiellement sur des lots énergétiques aussi, mais aussi, c'est très important, en tout cas pour Doremi, de se dire qu'on accompagne ces familles-là qui sont en précarité vers un niveau performant et non pas une rénovation partielle avec, encore une fois de plus, des risques de pathologies dans le logement, de mauvaise qualité d'air intérieur. Donc, la rénovation performante n'est pas que pour les personnes qui ont des revenus plus élevés. C'est important de le souligner. Et grâce aux aides financières et puis à d'autres démarches qui sont en place avec différentes structures. Donc là, c'est un projet qu'on lance en ce moment, qui s'appelle Ensemblier solidaire, et sur lequel on va aborder ce sujet de l'autoréhabilitation accompagnée sur des rénaux. Voilà. On a un chiffre, 2 tiers, enfin, côté Doremi, on a 2 tiers de nos rénovations aujourd'hui qui sont chez des ménages modestes ou très modestes. Donc, comme on est sur des maisons très consommatrices, hein, les maisons d'avant 75, on peut considérer que ce sont 66% de gens, enfin 66% de ces rénovations sont chez des ménages en précarité. Du coup. Donc ça, c'est quand même non négligeable. Et peut-être juste un point là-dessus aussi pour insister sur ce qu'a dit Camille. Aujourd'hui, ce qui est fait en termes d'objectifs, quand on se fixe 25% ou 30% ou 35%, voire 40% d'objectifs de réduction de consommation euh, chez un ménage, euh, chez un ménage en précarité, on se retrouve en fait sous une dizaine d'années la plupart du temps, en fonction des hausses du coût de l'énergie, du prix de l'énergie. Là, vu les hausses, ça sera peut-être moins. En tout cas, on se retrouve à ce que le ménage retombe sur la même facture de chauffage euh, sur un délai qui n'est pas 20 ou 30 ans, qui est plutôt de l'ordre de 10 ans. Et comme évidemment le choix qui est fait pour ces rénovations, c'est de prioriser les investissements les plus rentables, on se retrouve avec une vraie difficulté pour ces ménages, une fois que leur facture de chauffage remonte, pour réinvestir. Et donc, on attire l'attention sur le fait que la rénovation en une fois, en fait, permet de sortir les ménages définitivement, ou du moins de façon très pérenne, de la précarité. En rénovation performante par étape, il faudra voir comment on peut le faire, mais en tout cas, les pratiques actuelles risquent de condamner les ménages à la précarité de façon pérenne. Et ça nous inquiète. Hem, à souligner là un commentaire qui a été mis par David, Lewandowski sur ces questions de coûts, sur le fait que, dans le Grand Est, la DREAL a mis en place un observatoire des coûts de rénovation. Donc le lien a aussi été transmis, dans le chat. Donc, pour, ces questions de coûts, je vous invite, à vous y référer, ce qui peut inspirer aussi, d'autres régions et d'autres partenaires. Une question, également sur, le coût des études, pour, ce type de rénovation. Est-ce que vous avez des éléments de réponse, là-dessus? Je pense, non? Et ce sera, je pense, la dernière, question avant de clôturer, l'atelier. Ouais, tout à fait. Alors, je peux quelques éléments d'éclairage. C'est compliqué effectivement, je ne sais pas si la négation n'est pas passée complètement dans la question, je pense, mais effectivement l'effort intellectuel,
pour concevoir une rénovation performante n'est pas directement proportionnel au mètre carré. Et par contre, le budget que les particuliers sont prêts à mettre dans l'accompagnement de leur rénovation est par contre proportionné à leur budget et doit rester proportionné au budget de travaux. Et c'est là où on a une vraie difficulté. Si vous voulez, dans Perfilmine, on a une contradiction assez nette entre le peu de personnes qui finalement ont fait appel à une maîtrise d'œuvre pour les conseiller dans la conception et dans l'accompagnement du chantier. Il y en a assez peu, même si ceux-là sont très contents de leurs prestations. D'autres nous ont dit si c'était à refaire, j'aurais pris un maître d'œuvre parce que je me suis senti vraiment tout seul pendant le chantier. Donc, il y a une vraie appétence des particuliers, mais un vrai frein aussi par rapport au prix que ça coûte. En moyenne, la maîtrise d'œuvre, pour les particuliers qui ont choisi de faire appel à une maîtrise d'œuvre, en moyenne, on était à 9 500 € de coûts d'accompagnement. On n'a pas le détail de la mission, s'il y avait de la conception, à quel point il y avait du suivi de chantier, etc. Par ailleurs, il y a des dispositifs qui ont prévu plutôt des suivis type AMO, qui étaient plutôt à 2 400 € en moyenne, voilà, avec donc des interventions beaucoup plus ponctuelles et ciblées. On peut évidemment aussi citer le dispositif Doremi, où il y a une période de formation action des artisans, où là on a un formateur qui va être présent sur le terrain aux côtés des artisans pour les accompagner, pas du tout pour jouer un rôle de maîtrise d'œuvre et d'AMO, mais c'est quand même une présence d'un sachant qui est rassurante à un moment donné. Et après, c'est les artisans qui sont eux-mêmes, j'ai envie de dire leur propre maîtrise d'œuvre, mais ce n'est pas tout à fait le cas. En tout cas, c'est eux qui sont en responsabilité, qui ont été formés pour organiser le chantier. Peut-être que vous le direz mieux, Camille et Vincent, que les mots que j'ai employés à l'instant. Oui, non, juste pour préciser, dans la démarche de formation des artisans d'Oremi, il y a un chantier école, on va dire, mais après, le formateur, qui n'est plus formateur, qui est l'expert qui accompagne ces artisans-là, est toujours présent sur les autres chantiers après, en post-formation. Donc, il y a des membres d'Oremi qui accompagnent les artisans sur tous les projets. Et c'est vrai que c'est la différence entre la Perfilmine a analysé notamment des projets d'Oremi d'il y a quelques années, et que depuis, la démarche d'accompagnement a changé, en fait. Donc, Ouais, pour finir, je voudrais insister sur un point, c'est que quand on parle d'études, si on pense à une étude assez lourde de calcul pour évaluer les solutions à mettre en place de travaux, très clairement, nous, la conclusion, et je pense qu'il faut insister là-dessus, en particulier grâce aux travaux d'Enertech et des solutions techniques de rénovation, on s'est rendu compte côté d'Oremi que des bouquets de travaux précalculés, donc dans notre cas, les solutions techniques de rénovation, les STR, je vous laisse aller voir sur internet de quoi il s'agit, nous permettent, sans calcul et sans études lourdes, de faire en sorte que les artisans choisissent les bons niveaux de travaux, les bons niveaux d'isolants, les bons équipements, et cetera. Et ça, c'est extrêmement précieux. Donc on n'a pas besoin d'études lourdes là-dessus. Gardons les études pour des choses qui le nécessitent, ce qui libère finalement les artisans de pas mal de contraintes. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus, c'est pas on arrive au terme, mais il me semble que c'est important de souligner que ces bouquets de travaux permettent d'éviter des calculs. et en complément, donc là, notamment Doremi forme des artisans à cette utilisation des bouquets de travaux, donc pour éviter d'avoir des calculs. Donc là, dans le commentaire, c'était comment on fait quand il y a une rénovation par étape. Donc oui, il y a un enjeu à continuer de former ces artisans pour qu'ils aient cette vision par étape et qu'on continue à accompagner des particuliers sans gros attirail de maîtrise d'œuvre, parce qu'il y a certaines études qui ont questionné des particuliers combien vous seriez prêt à mettre dans une maîtrise d'œuvre. La réponse est 500 €. Donc, c'est complètement décorrélé de coût réel d'une maîtrise d'œuvre et de quelconque accompagnement. Et dans les AMO, parfois, c'est un accompagnement plus orienté vers le montage financier qui est très lourd, et on n'est pas du tout dans un accompagnement technique dans certains cas. Donc oui, il y a un besoin de former à la fois des artisans à la rénovation par étapes pour qu'ils puissent continuer à conseiller eux-mêmes et à être sensibilisés à ces problématiques d'interface, d'interaction dans une réno par étape. Et puis, il n'y a pas que les artisans qui sont dans les parcours de réno, il y a aussi les animateurs territoriaux qui sont là. Eh bien, merci pour ces éclairages. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur ces questions de formation et d'accompagnement très importantes.
Donc, je tiens à remercier tous les participants qui étaient présents à cet atelier. Remercier aussi vivement nos 3 intervenants pour leur disponibilité et la préparation en amont de l'atelier. Merci aussi aux organisateurs du Congrès national du bâtiment durable chez Envirobat Grand Est. Et pour rappel, suite à cette 2e journée très riche sur le sujet de la rénovation, je vous donne rendez-vous demain pour une journée qui sera cette fois dédiée à l'adaptation au changement climatique. Donc par rapport aux questions de confort d'été qui ont été soulevées aujourd'hui, je pense que vous aurez de nombreuses réponses en participant aux ateliers et conférences de demain. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez aussi la possibilité de poursuivre jusqu'à 18h30 le congrès avec des rencontres avec les exposants en ligne et les rencontres B2B. Voilà, donc merci à tous et très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.